Imaginez un objet pesant environ 100 000 milliards de fois la masse du Soleil. La comparaison avec notre étoile n'aide absolument pas à comprendre les dimensions monstrueuses de cet amas stellaire appelé Abell S 1063. Découvert récemment par James Webb, cela prouve une fois de plus que les investissements importants dans ce projet étaient justifiés. Hubble, abonne-toi. La découverte d'un objet aussi global permet de comprendre comment fonctionnent les lentilles gravitationnelles, de découvrir ce qu'est Abell S 1063 et d'obtenir cette photo. James Webb a observé une seule région du ciel 5 jours d'affilée, une première dans l'histoire, aucun télescope n'étant resté aussi longtemps focalisé sur un même objet. Heureusement, à bord de James Webb se trouve le meilleur équipement de notre époque, notamment une caméra infrarouge très sensible. Que savons-nous actuellement sur le superamas Abell S 1063 ? Il est situé dans la constellation de la Grue, à une distance d'environ 4,5 milliards d'années-lumière de la Terre. Selon les données récentes, cet amas comprend 51 galaxies, mais ce ne sont que les objets confirmés. On estime qu'il y en a plus de 400 non confirmés. Cette énorme masse d'astres agit comme une lentille cosmique, déformant et amplifiant la lumière des galaxies lointaines. L'amas n'est pas une première observation. Il a déjà été étudié il y a quelques années par Hubble dans le programme Frontier Fields. Cependant, James Webb a fourni des images plus détaillées et plus nettes, prises à l'aide de NIRCam. Il convient de dire quelques mots sur cet instrument de recherche unique. La caméra proche infrarouge est un service du télescope James Webb. C'est elle qui est capable de détecter sans erreur les zones de formation stellaire actives et de découvrir des exoplanètes, aussi éloignées soient-elles. Pour quelle raison NIRCam, elle y parvient ? Tout d'abord, grâce à sa conception, la caméra a été spécialement créée pour former des images cachées à l'observation directe, comme des galaxies ou des étoiles enveloppées de nuages de poussière. Un autre point important est la présence de coronographes qui bloquent la lumière trop intense des étoiles, ce qui permet de détecter des objets à peine visibles à proximité des astres, comme des exoplanètes. La caméra est également équipée d'un spectroscope qui permet non seulement de voir l'objet, mais aussi d'analyser son spectre, en déterminant la température de l'étoile ou de la planète observée, sa vitesse, sa composition chimique et les paramètres du décalage vers le rouge. La Near Infrared Camera opère sur 2 gammes de longueur d'onde, élargissant ses fonctionnalités et possède des filtres facilitant l'étude de divers objets. Il est intéressant de noter que cet instrument peut fonctionner de manière satisfaisante à des températures extrêmement basses. Pour les détecteurs, elle atteint moins de 133 degrés et c'est un aspect très important dans les conditions du vide spatial. C'est précisément pour cette raison que James Webb atteint un succès sans précédent et découvre sans cesse de nouvelles sensations. Rien ne peut échapper à l'œil attentif de sa caméra. Rien, tel Harry Potter, n'est capable de traverser les murs de poussière et d'atteindre la vérité. Quelle valeur scientifique une lentille gravitationnelle observée par un télescope offre-t-elle aux astronomes ? Comme une lentille oubliée dans un tiroir, elle grossit les objets, permettant d'en voir que l'optique la plus sensible n'avait jamais détecté. Autrement dit, nous pourrons observer des galaxies dont l'étude relevait autrefois du rêve, par exemple celles qui sont apparues presque immédiatement après le Big Bang. Pourquoi l'observation attentive du lentillage gravitationnel intéresse-t-elle autant les scientifiques ? En fait, ce phénomène étonnant constitue une preuve indirecte de l'existence de la matière noire, une substance que nous ne voyons pas mais qui se manifeste par une gravité et une masse colossales. En ce qui concerne l'amas Abell S 1063, après les données d'observation obtenues par James Webb, les astrophysiciens sont convaincus que la structure est en train de fusionner plusieurs amas galactiques, ce qui signifie que la période d'existence de l'amas que nous observons actuellement est assez active. La confiance dans la justesse de cette hypothèse est renforcée par les recherches du télescope Chandra, qui ont révélé dans cette région un rayonnement très intense, confirmant la présence de processus de fusion. Quels autres détails ont attiré l'attention des astrophysiciens lors de l'observation de l'amas galactique Abell S 1063 ? Peut-être que ce son étonnant
bien l'effet spectaculaire appelé l'arc d'Einstein. Dans ce cas, c'est la deuxième option qui est correcte, même si la première est probablement aussi présente. Dans un endroit aussi ancien et éloigné, il y a presque certainement quelque chose de terrifiant et de mystérieux qui peut produire de tels sons. Cependant, revenons aux hypothèses scientifiques. Les arcs d'Einstein sont un effet visible de la lentille gravitationnelle prédit par le célèbre scientifique dans sa théorie de la relativité. Ces arcs ressemblent à des bandes lumineuses brillantes et allongées ou à des anneaux produits par des galaxies très lointaines. L'effet représente la courbure de l'espace-temps, prédite de nombreuses années avant que nous ne puissions la voir de nos propres yeux. Il faut donc bien comprendre que les arcs d'Einstein ne sont pas un objet physique, mais bien un effet optique qui permet d'étudier des galaxies incroyablement lointaines qui seraient très faibles sans ce bonus gravitationnel. Alors, sommes-nous enfin arrivés à une époque où les prédictions théoriques prennent vie et deviennent accessibles à l'observation ? Le premier effet prédit par Einstein a été vérifié il y a longtemps et pris en compte dans les systèmes de navigation par satellite. C'est le ralentissement gravitationnel du temps. L'exemple le plus frappant est la chute dans un trou noir. Cependant, il existe des moyens moins traumatisants de prouver l'existence de cet effet, comme l'expérience Haefele-Keating, qui a démontré la réalité du paradoxe des jumeaux. Dans le cadre de cette expérience, à l'automne 1971, les scientifiques dont les noms ont été donnés à l'expérience ont effectué un tour du monde avec des horloges atomiques au césium à bord d'un avion. Ensuite, ils ont comparé les relevés des chronomètres avec ceux des horloges restées à l'Observatoire naval des États-Unis. En conséquence, les horloges restées immobiles avançaient plus vite que celles qui avaient de voyager. Cet effet est obligatoirement pris en compte dans les systèmes de navigation, sinon aucune précision de géolocalisation ne serait possible, et ce ne sont là que deux des prédictions scientifiques confirmées. Imaginez ce que l'avenir nous réserve. Préféreriez-vous boire un élixir d'immortalité ou confier l'amélioration de votre corps à des nanorobots pour voir tout cela de vos propres yeux ? Continuons. La découverte de l'amas Abell S1063, avec son effet gravitationnel stupéfiant, n'est que la partie émergée de l'iceberg, mais ce qui a été trouvé grâce à la lentille gravitationnelle non seulement surprend, mais inspire aussi une profonde révérence. Voici la galaxie MOMZ 14 à ce jour la plus ancienne jamais découverte. James Webb a mesuré les paramètres de son décalage vers le rouge et il s'est avéré que l'âge de cet objet est d'environ 13,5 milliards d'années. C'est exactement le temps qu'il a fallu à la lumière de cette galaxie pour nous parvenir. Et cela signifie que, en ce moment même, nous observons un amas d'étoiles apparu environ 200 à 280 millions d'années après le Big Bang, pendant la rayonisation, et tout irait bien, mais à l'époque où l'hydrogène neutre commençait tout juste à s'ioniser sous l'effet de l'énergie émise par les tout premiers corps célestes. L'apparition de tels conglomérats importants, selon les théories scientifiques existantes, est impossible. Très probablement, la galaxie que vous voyez maintenant sur la photo est équivalente en taille et en masse au petit nuage de Magellan. La découverte de cet objet, situé dans la constellation du Sextant, a eu lieu tout récemment et cela a de nouveau été rendu possible grâce à l'instrument universel NIRCam. Avant l'arrivée de James Webb, il était absolument impossible de voir des structures aussi éloignées, même avec l'aide de la lentille gravitationnelle. D'après les observations, la galaxie traverse une période de formation stellaire active. C'est peut-être un autre facteur qui nous aide à la distinguer. La lentille cosmique formée par l'amas Abell S1063 a aussi beaucoup facilité la découverte de la galaxie MOMZ 14. Sans cela, un objet aussi lointain serait resté inaccessible à l'observation et encore plus à l'étude, même avec l'équipement ultramoderne de James Webb. Le principal résultat est que nous savons désormais bien mieux quand et comment la torche de notre univers s'est allumée. Les données obtenues exigent une mise à jour des informations dont nous disposons sur l'évolution des galaxies et la structure du macrocosme, ainsi que l'élaboration de nouvelles approches conceptuelles pour leur étude. Qu'est-ce que Abell S1063 à l'heure actuelle ?
Un amas stellaire lointain jouant le rôle de lentille gravitationnelle. C'est ce qui est en surface, mais en réalité, c'est le plus grand instrument pour étudier l'univers primitif ainsi que les propriétés cachées de la matière noire. Il est possible qu'une véritable révolution cosmologique nous attende bientôt, une révision radicale des théories traditionnelles et la destruction de piliers de la physique qui semblaient inébranlables. Quoi qu'il en soit, l'humanité n'en est qu'au début de son parcours, car la période précédente ressemble davantage à la formation des bases de la science. Mais maintenant, alors que des télescopes ultra-modernes comme James Webb sont en orbite et fonctionnent, commence une ère d'observation plus sérieuse et de prévision plus réaliste. Quelles inventions et découvertes ont contribué à faire avancer le progrès? L'invention de la roue, la découverte de l'Amérique, les vols des frères Wright et bien d'autres découvertes ont sans doute été essentielles, car c'est grâce à elles que le progrès a atteint ce niveau en si peu de temps dans l'histoire. Mais si l'on se concentre uniquement sur l'étude de l'espace, des étoiles et des planètes, parmi celles mentionnées, ce sont les vols des frères Wright qui sont les plus proches du sujet de notre vidéo. Pourquoi ? Parce qu'il ne s'est écoulé que 121 ans et l'humanité est passée des ballons et des planeurs à l'atterrissage d'un hélicoptère martien sur la planète rouge. Aujourd'hui, nous allons suivre son destin depuis le décollage jusqu'à la chute. Au printemps 2021, l'hélicoptère sans pilote de la National Aeronautics and Space Administration Ingenuity a réalisé le premier vol dans l'atmosphère d'une autre planète, Mars, marquant une première en cosmonautique. C'est une tâche difficile vu l'énorme différence entre l'atmosphère terrestre et celle de Mars. Sur la planète rouge, il est difficile de voler ou même de décoller car l'aérodynamique ne fonctionne plus avec une telle densité d'air. Ainsi, les ingénieurs de l'agence spatiale ont dû déployer de grands efforts pour faire décoller un hélicoptère ressemblant à un jouet à 85 millions de dollars dans le ciel martien. Les investissements dans ce projet étaient même inférieurs à ceux de certains best-sellers mondiaux. À titre de comparaison, le film Titanic a coûté 218 millions de dollars contre 108 millions pour Seul sur Mars, réalisé par Ridley Scott. Mais dans l'histoire de la cosmonautique, il n'y a sans doute jamais eu d'investissement plus réussi. Ingéniosité a largement justifié les fonds investis et a fait couler des larmes aux yeux de dizaines de personnes travaillant sur ce projet. Lorsqu'il a péri dans les sables de Mars, quel danger menaçait l'hélicoptère martien tout au long de la mission? Le plus grave étaient les tempêtes de poussière. Elles sont très vastes et longues sur Mars, pouvant couvrir toute la planète et durer de plusieurs jours à 3 ou 6 mois. Résister à ces conditions est difficile, même pour un rover martien bien équipé et encore plus pour un hélicoptère fragile. La mission n'était qu'un entraînement. L'hélicoptère, livré sur la planète grâce au programme Mars 2020, a été déployé avec le rover Perseverance dans la région du cratère G0. Après cela, l'appareil devait simplement démontrer ses capacités opérationnelles, mais au final, il a fonctionné bien plus longtemps que prévu et a offert au monde une grande quantité d'informations précieuses sur la planète rouge et sur les vols dans des conditions extraterrestres difficiles. Les entraînements de décollage et d'atterrissage ont réussi. Pour les essais en vol, ils ont choisi un héliport de Dix sur 10 mètres dépourvu de pierres de plus de 4 cm de hauteur. Pour trouver un tel site sur une planète étrangère, et en plus à distance, il a fallu faire de gros efforts. À partir du deuxième sol et les suivants, l'hélicoptère a commencé à effectuer des vols. Au total, il y en a eu 72 pendant toute la mission, c'est-à-dire que l'hélicoptère, qui devait simplement décoller et atterrir dans les conditions de l'atmosphère martienne, a fonctionné pendant 3 longues années. Qu'est-ce que Ingenuity ? C'est un petit drone d'une hauteur de 49 cm et d'une longueur de moins de 20 cm. Son poids n'est pas impressionnant non plus, 1,8 kg, mais cela c'est sur Terre. Sur Mars, l'appareil pesait encore moins, seulement 680 grammes. Les capacités de vol de l'hélicoptère martien ne sont pas non plus très grandes. La distance maximale de vol est d'environ 300 mètres et la durée ne dépasse pas 3 minutes. Le drone est conçu pour une altitude maximale de 5 mètres. 4 supports fins comme des pattes de moustique sont fabriqués sous forme de tubes en fibre de carbone. 2 caméras et un système de navigation sont installés à bord, mais ce n'est pas le système de positionnement global standard habituel. Nous utilisons cette méthode parce que la Terre est entourée d'un réseau de satellites
alors qu'il n'y a pas autant de satellites autour de Mars. C'est pourquoi un principe complètement différent a été utilisé ici, basé sur des données géodésiques, l'odométrie visuelle et le contrôle à distance. En fait, même les boussoles ordinaires ne fonctionnent pas ici à cause du champ magnétique instable. Impossible d'ajouter d'autres instruments de navigation, cela aurait dépassé la capacité de charge du Marsolette. Quel moyen d'alimentation la National Aeronautics and Space Administration a-t-elle choisi pour ce gadget? Les batteries de l'hélicoptère étaient rechargées par panneaux solaires. Ensuite, cela n'a pas aidé, car lors des grandes tempêtes de poussière, la surface du panneau était sans cesse recouverte de sable. En général, il y avait des problèmes à chaque étape de la mission. Composé de microcircuits, Samsung Galaxy a tout supporté et dépassé les attentes de la communauté scientifique et du public. Qu'est-ce qui attendait encore ce petit appareil sans défense? Sur la Mars inhospitalière, le changement des saisons sur la planète rouge s'est révélé plus redoutable que toutes les tempêtes de poussière réunies, car il a obligé l'hélicoptère à geler sérieusement. Cela s'est produit au 427e sol ce jour-là. L'appareil n'a pas établi de contact pour la première fois. Une panne sérieuse de l'équipement s'est produite à cause du refroidissement excessif. Les températures sur Mars sont loin d'être celles d'une station balnéaire. Leurs amplitudes peuvent varier énormément entre le jour et la nuit. Si pendant la journée la température peut monter jusqu'à 27 degrés Celsius la nuit, elle peut descendre jusqu'à moins 133. De plus, les valeurs de température diffèrent considérablement même entre la surface et la hauteur d'un homme. Après que l'appareil a été retrouvé 2 jours plus tard et la communication rétablie, les programmeurs ont reprogrammé le contrôle thermique pour que le chauffage de l'hélicoptère martien démarre quand la température extérieure est entre 15 et 40 degrés. Quel avantage Ingenuity a-t-il apporté à l'astronomie terrestre ? Avant tout, il a prouvé que voler dans un environnement totalement inconnu est possible si cela est organisé avec professionnalisme. En particulier, l'hélicoptère a été testé sur Terre dans des conditions proches de celles de Mars et l'équipe d'inventeurs a également tenté de prendre en compte tous les détails des dangers qui pourraient guetter l'appareil sur la planète rouge. C'est pourquoi l'objectif n'était pas que l'hélicoptère envoie le plus de photos possible sur Terre, mais il l'a fait aussi. D'autant plus qu'il n'a pas atterri sur Mars seul, mais avec son assistant, le rover Perseverance, qui enregistrait le vol de l'hélicoptère avec sa propre caméra et le retrouvait lorsqu'il se perdait parmi les terres désolées rouillées. Voici les premières images prises par les caméras de l'hélicoptère ainsi que des photos du rover. Et voici ce que l'appareil volant a vu lors de son 5e vol. Sur cette photo, Ingenuity se repose après son 7e vol, mais la photo la plus intéressante est celle prise au-dessus des crêtes en relief. Elle est nette, en couleur et montre assez complètement le panorama martien. On veut aussitôt mettre cette image en fond d'écran sur son ordinateur. Et voici une photo prise par photographie aérienne lors du 26e vol. C'est déjà une commande des ingénieurs de la National Aeronautics and Space Administration. Ils voulaient obtenir une photo des parachutes et des fragments du module d'atterrissage. L'hélicoptère martien a réussi sa mission. Dans l'ensemble, malgré toutes les incohérences, Ingenuity a littéralement ouvert la voie à de nouveaux projets qui viendront le remplacer. Comment l'hélicoptère pionnier martien a-t-il péri ? Qu'est-il arrivé à ces 2 kilos de courage, de détermination et de persévérance? Le dernier vol de l'hélicoptère martien a eu lieu le 18 janvier 2024. Malheureusement, lors de l'atterrissage, une défaillance s'est produite, entraînant la chute de l'appareil et la casse irréversible des pales. Voici la dernière image montrant l'ombre de la pièce endommagée de l'hélicoptère. Pourquoi la catastrophe a-t-elle eu lieu alors que l'appareil avait déjà volé plus de 2 heures ? Un résultat qui a dépassé 30 fois les attentes des concepteurs s'est écrasé à la surface de Mars. La National Aeronautics and Space Administration a mené une enquête très minutieuse car les conclusions tirées aideront à développer plus efficacement les futurs appareils. Ainsi, le vol 72 prévoyait un coursault vertical de 12 mètres, un vol stationnaire et une descente, mais à la 32e seconde, l'hélicoptère s'est posé et s'est éteint. La prochaine session a révélé d'importants dommages aux pales du rotor. Pourquoi cela est-il arrivé ? Les rapports révèlent une défaillance de navigation,
cause directe de la chute et de la panne de l'hélicoptère. La désorientation de l'appareil a entraîné des vitesses d'atterrissage anormalement élevées. Après quoi l'hélicoptère s'est incliné sur les pales en rotation. La charge exercée était trop importante et elles se sont cassées. Autrement dit, l'appareil a tout simplement perdu la tête. A-t-on localisé la victime ou le site du crash? L'hélicoptère Perseverance l'a retrouvé le 4 février 2024 et l'a photographié exactement à 13h05 martienne. Vous pensez que c'est la fin de l'histoire ou juste le début? La première hirondelle a démontré qu'il est tout à fait possible de voler dans l'atmosphère martienne, malgré les énormes différences avec les conditions terrestres. C'est pourquoi, un an après la fin de la mission expérimentale, les inventeurs de la National Aeronautics and Space Administration ont présenté le concept du successeur d'Ingenuity. Il s'agit de l'appareil Mars Chopper qui sera beaucoup plus grand que son prédécesseur, avec une taille comparable à celle d'un SUV. Il possède 6 rotors avec 6 pales chacun, soit un total de 36 pales. Toutes les erreurs et imprécisions de fabrication du premier hélicoptère seront entièrement prises en compte lors de la conception. C'est ce qu'a déclaré Teddy Tsanetes, le chef de projet, lors du briefing. Le Mars Chopper pourra désormais parcourir jusqu'à 3 km contre 300 mètres auparavant. Les capacités de l'hélicoptère ont fortement augmenté. Il explorera de grandes zones de Mars, y compris des lieux inaccessibles aux rovers. Le projet en est à ses débuts. Nous espérons que les ingénieurs et les concepteurs réussiront. Grâce à Ingenuity, il n'y a aucun doute à ce sujet car c'est lui qui a ouvert de nouveaux horizons pour les futures missions sur la planète rouge. Titan n'est pas seulement le plus grand satellite de Saturne, mais aussi le deuxième plus grand du système solaire. Son diamètre est d'environ 5150 km, il n'est surpassé en taille que par Ganymède. La particularité de Titan est que sa surface possède de nombreux lacs qui créent un cycle hydrologique similaire à celui de la Terre. C'est pourquoi nous pourrions contempler une vue incroyablement belle sur ce satellite, peut-être même bien plus magnifique que sur Terre. Cependant, Titan a une particularité. Ces lacs ne sont pas remplis d'eau mais de méthane liquide. Et qu'est-ce qui vous arriverait si vous décidiez de vous baigner là-bas? Nous devons d'abord rejoindre le satellite de Saturne. Il reste 1,2 milliard de kilomètres à parcourir. Cela représente seulement 7 ans de voyage à travers l'espace, ce qui nous indique clairement la nécessité de planifier la mission en détail en tenant compte de tous les risques. Bien sûr, avant cela, il faudra bien réfléchir pour s'assurer d'avoir suffisamment de provisions et d'oxygène. Cependant, la vue incroyable sur le gigantesque Saturne en vaut vraiment la peine. Avec ses énormes anneaux et ses nombreux satellites, dont Titan, il est tout simplement spectaculaire. Nous ne devrions pas nous attarder ici, il ne reste plus grand-chose avant d'arriver à destination et il faut dire que contempler Titan d'aussi près est un vrai plaisir. Il dispose d'un vaste réseau de lacs et de rivières, ainsi que d'une atmosphère dense provoquant des précipitations périodiques. De plus, Titan est vraiment immense, il est même plus grand que Mercure. Maintenant que vous êtes arrivé jusqu'à Titan, il est temps d'atterrir. Il faut préciser que la descente elle-même prendra plus de 2 heures. À cela s'ajoute le risque d'atterrir directement dans du méthane liquide. C'est pourquoi, avant d'atterrir sur Titan, il faut étudier sa surface afin de choisir un endroit approprié. Puisque nous avons réussi à atterrir sur Titan, découvrons ce qu'il y a ici. C'est surprenant, mais ici, les conditions sont confortables, malgré toutes les circonstances. L'atmosphère de ce monde ressemble à 95% à celle de la Terre, mais ce n'est pas le moment d'enlever la combinaison spatiale. Les 5% restants, c'est du méthane mortel, des lacs de méthane, une atmosphère de méthane et même des pluies de méthane. La pluie sur Titan est aussi un phénomène assez intéressant. On dirait qu'elle tombe au ralenti, encore une fois à cause de la gravité. À titre de comparaison, sur le satellite, la vitesse de chute des gouttes atteint 1,6 mètres par seconde alors que sur Terre, elle est de 9 mètres par seconde. Oui, une personne ne peut pas respirer seule ici. Et il fait bien trop froid. Ce n'est vraiment pas un monde chaud. À cause de l'éloignement du Soleil, la température atteint environ 180 degrés Celsius. C'est pourquoi vous devriez porter une combinaison de protection pour vous promener près de l'un des lacs. Un avantage agréable, vous pourriez courir et sauter sans trop d'efforts. Merci à la gravité,
Passons maintenant à l'essentiel. Nous pensons que vous comprenez parfaitement que plonger dans un océan de méthane n'est pas une activité très agréable. Premièrement, vous deviendrez un glaçon à cause des températures extrêmement basses, et deuxièmement, même une combinaison spatiale ne vous sauvera pas, car elle sera probablement endommagée par le froid, et le méthane réagira avec l'oxygène de la bouteille. Cela ressemblera à un incendie dans la combinaison spatiale. Et ce n'est même pas le pire. Le mouvement sur Titan est ralenti à la surface et dans le lac. Il est impossible d'y nager vite, ce qui signifie qu'en tentant de sortir, vous perdrez un temps précieux et risquez fortement de mourir. Plonger dans un lac de méthane sur Titan est à la fois une expérience étonnante et très dangereuse. C'est un endroit où des paysages féeriques sont mêlés à des menaces cachées. Une température qui fait tout geler autour de vous crée un paysage à la fois attirant et effrayant. Imaginez que vous vous tenez sur la rive d'un lac de méthane, scrutant sa surface miroitante, l'air autour de vous est d'un froid perçant, et du ciel couvert de nuages épais tombent lentement, de façon inquiétante, des gouttes de méthane. C'est un monde étonnant où chaque pas peut être le dernier. Notre voyage vers le satellite de Saturne mettrait à l'épreuve nos technologies et la résilience humaine. Ici, nos rêves de découverte spatiale se heurtent à la dure réalité. Le lac de méthane sur Titan est une sorte de symbole de notre quête de l'inconnu, de ces frontières où l'espace garde encore ses secrets les plus intimes. Pour l'instant, nous ne faisons que rêver de tels voyages et de nombreuses énigmes se dressent encore devant nous dont il n'est pas si facile de trouver les réponses. Et vous, pensez-vous qu'un jour nous pourrons voyager jusqu'à Titan et serons-nous capables de voir de nos propres yeux la beauté de ce monde dangereux et étranger ? Si cette vidéo vous a vraiment plu, n'oubliez pas de le signaler en mettant un pouce électronique vers le haut. Abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche pour recevoir les nouvelles vidéos en premier. De nombreuses rencontres avec d'autres méga super planètes nous attendent. Les commentaires avec Dajjal Je regarde Hubble figureront dans la prochaine vidéo.